Et maintenant, je vous emmène faire une belle balade dans notre pays qui est plein de paysages très différents. Et avec Jean-Claude Bernier et son équipe, nous allons nous rendre sur un plateau à la frontière belgo-française, dans un endroit situé au sud de la forêt Couvain-Chimay. Là aussi, les chemins racontent. Aujourd'hui, nous vous invitons au pays des Rièzes et des Sarres, au sud de Couvain et de Chimay. Région frontalière, géographiquement, elle fait partie du plateau de Rocroi. Nous quitterons Couvain par les bois vers Brully-de-Pêche. Puis nous passerons la frontière à Brully-de-Couvain pour aller en France, à Rocroi. Retour en Belgique par la commune de Petite-Chapelle, le lieu dit Les Différents. Nous verrons aussi Cudessart et Rièzes, et passant par l'abbaye de Scourmont, nous terminerons la promenade à Forges-Philippe et Cendron pour rejoindre Chimay. Première étape, Brully-de-Pêche. C'est ici qu'Hitler a installé en 1940 le quartier général de sa campagne de France. Pour l'édification de ce grand quartier général, les Allemands ont donné ordre aux habitants de 28 villages des environs de Brully-de-Pêche d'évacuer. Donc vous aviez ici une zone déserte, une zone interdite. Et le choix de ce site, ce fut par hasard, somme toute. En effet, le général Bauer, le pilote personnel d'Hitler, rapporte dans sa mémoire qu'ils ont atterri à Charleville. Et de là, ils sont montés vers le nord. Et arrivés dans cette région boisée, dans la grande forêt de Couvain, ils ont remarqué rapidement le site de Brully-de-Pêche. Comme vous le constatez, c'est une clairière au milieu de cette grande forêt, endroit idéal pour se camoufler. La suite des événements, qui est logique somme toute, c'est la résistance à l'ennemi. Et c'est dans cette même forêt de Brully-de-Pêche, de Chimay, de Couvain, que les maquisards ont installé aussi leur camp. Et le souvenir nous est gardé aussi par la chapelle du maquis qui était érigée à la sortie de Brully-de-Pêche. Les maquisards du groupe Othon se sont illustrés dans ces bois. Et le fait que la région soit boisée a un rapport avec le nom des villages de Brully. Le docteur André, président du syndicat d'initiative de Couvain, nous explique pourquoi. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un brûlis tout d'abord? Eh bien, un brûlis, c'est une ancienne zone de défrichement, où le défrichement se faisait par le feu. Tandis qu'un sart, c'est une zone de défrichement qui se faisait soit par écobuage, soit par essartage. Les zones ainsi défrichées sont devenues d'immenses clairières, dans lesquelles se sont installées au siècle dernier plusieurs grosses fermes. Toutes ces fermes ont le même style, parce qu'elles appartenaient aux mêmes propriétaires. Alors, Brully de Couvain, puisque vous avez remarqué, il y a deux Brully dans l'entité couvinoise. Il y a le Brully de Pêche, qui est un ancien Brully de l'ancienne commune de Pêche, et vous avez le Brully de Couvain, qui est un ancien Brully du domaine de la forêt domaniale de Couvain. Ce qui est caractéristique à Brully, c'est surtout son architecture. C'est une architecture mosane qui a été réalisée par un mécène de l'endroit, le notaire Charles Claes. Ça a donné certainement, ça a valorisé tout ce village qui a malgré tout une tenue et un accueil. Si bien que nous avons l'habitude d'appeler Brully comme une des plus belles portes d'entrée de Belgique. La frontière avec la France n'est qu'une barrière politique dans le plateau de Rocroi. Rocroi, en France, c'est une place forte importante sur la voie des invasions. Encore aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la ville sur les remparts construits par Vauban, selon son nouveau système de fortification,
des fortifications rasantes disposées en étoiles, ce qui permet à ceux qui sont dans les remparts de tirer par ricochet. Mais rien ne vaut la visite sur place. Grâce à la vigilance constante du comité de sauvegarde des remparts, Rocroi peut s'enorgueillir d'un patrimoine unique. À l'intérieur des remparts, la ville a pu s'étendre en étoiles et toutes les rues convergent vers la place du centre. Souvenir de Vauban, il reste encore quelques bâtiments militaires. Un petit musée retrace l'histoire de la ville et surtout de la bataille de Rocroi. Marie-France Barbe raconte ce jour-là, le 19 mai 1643. Nous sommes ici sur le lieu de la bataille de Rocroi et plus exactement là où se trouve la stèle qui commémore cet événement. D'Enghien a été censé recevoir le butin de la bataille de Rocroi. Le ministre Richelieu et le roi Louis XIII venaient de décéder. Restait à la tête du royaume le petit enfant Louis XIV, le futur roi Soleil Louis XIV. Les Espagnols profitent de cette situation critique pour la France pour rentrer en France et faire le siège de Rocroi. Du côté espagnol, le chef, Mélos, 28 000 hommes. Du côté français, le jeune duc d'Enghien, âgé de 22 ans, il était, paraît-il, très beau et la victoire se lisait dans ses yeux, il menait 22 000 hommes. Ce fut un combat très dur, très rapide. Commencé à 3 heures du matin, tout est réglé à 10 heures. Un énorme butin est ramassé par les soldats français vainqueurs, et en particulier 160 drapeaux qui seront conduits à Paris devant la reine. Le site a changé, bien évidemment, parce qu'il y avait beaucoup plus de bois à cette époque-là. Les bois ont été coupés pour les sartages et transformés en pâturage. Et le lieu de la bataille se situe entre le village Sévigné-la-Forêt et Rocroi. Et les hommes se battaient à une portée de canon de Rocroi. Quittons Rocroi et la France, les paysages sont les mêmes, mais Petite-Chapelle est en Belgique. À la Petite-Chapelle, au XVIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, il y avait là un tout petit oratoire au milieu, dans une clairière de forêt et au milieu de forges. Il y a eu une guérison miraculeuse, où un enfant mort-né qui a vécu le temps de son baptême. Et alors, il y a eu une dévotion qui s'est créée à Notre-Dame de l'Épinière, puisque, soi-disant, la Vierge serait apparue dans une épine blanche, qui se trouvait en bordure de la voirie. C'est aussi un autre paradis, Petite-Chapelle, au siècle dernier. Ben, ce fut le paradis de la fraude, n'est-ce pas? Parce qu'il est évident que la fraude a été vraiment un élément économique de toute notre région. Vous savez, à l'époque, le tabac notamment, il y avait une fraude principalement de tabac et de petits objets, d'un tas de petits objets, de ce qu'on appelait la pacotille à l'époque. Les fraudeurs de pacotille étaient très nombreux. On fraudait la dentelle, on fraudait des tas de petites choses qui rapportaient de menus profits, mais qui en tous les cas faisaient vivre un pays modeste. De leur côté, les douanes françaises ont édité une série de cartes postales vantant leur efficacité. Faut-il croire que les douaniers devaient, eux aussi, arrondir leur fin de mois ? Nous sommes à cul-de-sac sur l'endroit appelé les différents. Parce que ces différents étaient donc une limite artificielle. Vous voyez bien, elle est bien droite. C'est une limite artificielle qui a été le terme d'un procès qui a duré 200 ans
entre la principauté de Liège et le royaume de France. Par l'arrivée des soldats français de la caserne de Rocroi qui ont venu construire des fortins, des redoutes, plutôt des redoutes, à la limite, les Belges ont construit des maisons, ont construit 7 maisons en 1836 qui servaient surtout à la fraude. Parce qu'il faut vous dire aussi qu'il y avait une usine de tabac dans la région, l'usine Thomas Philippe. À cette époque, elle commençait déjà à produire aux environs de 1500 kilos de tabac par jour. Elle occupait 200 ouvriers. En 1981, elle occupe encore 2 personnes à temps partiel. Et alors, les magasins se sont construits tout doucement. Des petits magasins, vous savez, des magasins qui n'avaient pas de il n'y avait pas de vitrine. Et alors, on faisait surtout du commerce avec les soldats français, qui, eux, payaient le tabac très cher, et le tabac en Belgique était moins cher. Il y avait du bénéfice à réaliser. On pratiquait la fraude comment? On a pratiqué la fraude, plusieurs moyens, bien sûr. Il y a eu la fameuse vente à cheval. Là, c'était une autre époque. C'était des fraudeurs professionnels. Et ils avaient une dizaine de chevaux sur lesquels ils mettaient jusqu'à 80 kilos de tabac. Ce qui faisait, quand même, s'ils avaient 10 chevaux, ça faisait 800 kilos de tabac. C'était donc un capital énorme avancé. Et passer la frontière en force. C'était des anciens cavaliers des armées de Napoléon. Ils avaient connu l'époque, l'épopée à cheval et ils continuaient. Il y a eu les fraudeurs avec les bandes à chiens. C'était la fraude faite par des Français, ça. C'était les Français qui venaient charger en Belgique. Ils venaient avec leurs chiens. On enfermait les chiens dans une remise. Le patron retournait à pied, lui, à son village, à 20 km quelquefois d'ici. On mettait des colliers aux chiens. On les lâchait 2-3 heures après. Ils reprenaient la piste du maître et ils arrivaient à domicile à peu près en même temps. Des colliers de quoi? Des colliers en jute de tabac, qui allaient jusque 3 kg, 3 kg et demi de tabac aux chiens. Il y avait les transporteurs de ballots. Et toujours des douaniers. Puis alors, il y a eu les pacotilleurs et les pacotilleuses. C'était les petits fraudeurs qui fraudaient 500 grammes de tabac, quelques boîtes d'allumettes ou 1 litre de pétrole ou quelque chose comme ça, puisqu'on se allumait au pétrole. Quand est venue l'automobile, qu'est-ce qu'on a fait alors? Ah, l'automobile, ça c'était un autre système. Il y avait même un forgeron à l'usine Thomas Philippe qui, après ses heures de travail, fabriquait des clous de fraudeurs que l'on distribuait aux fraudeurs avec des voitures pour faire crever les pneus des douaniers français ou des douaniers belges qui auraient pu les poursuivre. Allons maintenant à Cul-des-Sarts. Et Cul-des-Sarts est vraiment le cœur du pays des Riez et des Sarts et a ce caractère de village de plateau, village étiré, village rue qui s'étire sur 6 ou 7 kilomètres d'étalement de maisons. Un habitat particulier, un habitat propre à notre région d'ailleurs, et il a fait l'objet de nombreuses études. Ce sont des maisons de bois sur un potillage de bois qui était comblé par du torchis. On recouvrait cet ensemble de planches, appelées dans la région bauchées, si bien que vous avez ces habitats propres que vous avez pu découvrir au cours de vos promenades dans toute notre région. À Cul-des-Sarts, il y a un musée de la vie régionale. Mais ce qui est amusant, c'est d'en connaître l'histoire. Parce qu'en l'an 8 de la République française, la municipalité couvinoise décidait de construire une école à Cul-des-Sarts, au Cul-des-Sarts, comme on disait à l'époque, pour instruire les enfants des forêts. Et au départ, vous avez eu la portion centrale du bâtiment, qui est composée du potillage encore présent, et qui servait de classe, les pièces de droite, et les pièces de gauche servaient de logement à l'instituteur.
Vers l'an 1807 et 8, l'instituteur, à plusieurs reprises, réclamait à la municipalité couvinoise une amélioration de son traitement. La municipalité étant extrêmement dépourvue, Couvin connaissant à l'époque une grande détresse parce que les guerres de l'Empire ont fortement marqué toute notre région, eh bien, à cette époque, la municipalité n'a trouvé rien de mieux que de construire une étable pour permettre à l'instituteur d'avoir 2 vaches et ainsi améliorer ses moyens de subsistance. Quant à la portion voisine, elle ne fut construite, elle, qu'en 1827, lorsque Culdessart devint commune indépendante. À ce moment, une des premières choses, ce fut de bâtir un logement pour l'instituteur et de permettre à toutes les pièces de l'habitation de servir de classe. Parce qu'à l'époque, il y avait près de 100 élèves, ça ne paraît pas, près de 100 élèves dans cette école. Dans la région, beaucoup de tisserands travaillaient à domicile, comme on le voit ici au musée de Culdessart. Mais tous les vieux métiers n'ont pas disparu et il y a encore des sabotiers dans la région. Alcide, un bon sabotier faisait combien de sabots par jour? Le planeur faisait 13 paires de sabots par jour. Le creuseur en faisait plus, lui. Donc le creuseur, c'est ce que je fais ici. Hein. C'était 2 métiers différents. C'était 2 métiers différents. Je travaillais en couple. Et pour aiguiser les outils, il fallait combien de temps? Pour aiguiser les outils, rien que pour les outils de creuseur, il y avait toujours une journée par semaine qui était consacrée rien que pour l'affûtage. De tous ces petits outils-là. Nous quittons la région des Sarres pour aller dans celle des Rièzes. Que veut dire d'abord le mot Rièze? Eh bien, le mot Rièze est un petit peu synonyme, quoique différent du mot fagne. Ça veut dire surtout une lande humide, une zone imperméable, une zone marécageuse, à humidité propre, et a surtout une végétation caractéristique en fonction de la nature du sol. Mais Rièzes, c'est aussi le nom d'un village. Il y a un personnage célèbre qui est né à Rièzes. Oui, il y a Arthur Masson, évidemment, qui était fils de douanier et qui a su avec humour et tendresse conter l'histoire de notre région. Eh bien, je crois qu'Arthur Masson reste malgré tout un personnage pour toute une région en quête de personnages. De Rièzes, nous allons vers Forges-Philippe et Cendron. À Cendron, évidemment, vous rentrez en frontière, vous restez en frontière, mais Cendron est malgré tout un haut lieu de 1944, parce que c'est à Cendron que les Américains sont entrés, ont franchi pour la première fois la frontière belge. Il y a d'ailleurs un monument qui évoque cette journée. Entre le quartier général d'Hitler, le maquis et le premier village libéré par les Américains, il y a un lieu de méditation, une abbaye. Il y a l'abbaye de Scourmont qui a été construite, enfin qui a été fondée en 1850 par des moines d'origine flamande, sur une terre qui avait été mise à leur disposition par le prince de Chimay.
l'abbaye de Scourmont a prospéré, vous avez pu la revoir, entourée de ses herbages. Elle est à l'heure actuelle connue dans la Belgique entière pour sa bière célèbre et son fromage. Une émission de Jean-Claude Bernier, librement inspirée d'un itinéraire de Jean Mailly. Avec la collaboration de Richard Wandel, Michel Mernier, André Defossé, Willy Botteldorn, Constant Letellier et Françoise Carton.